Et on va passer la parole à Virginie pour son intervention. Alors donc Virginie Gauthier est docteur en recherche-création. On est très très fiers que le doctorat soit soutenu cette année, ou plutôt l'année passée maintenant, il faut dire l'année passée. Merci. C'était quand même 2019, hein, ça. Le temps passe vite. Pour information, justement, puisqu'on parlait du CNU, je pense que ça peut amener un peu d'eau à notre moulin. J'ai donc été qualifiée en littérature, mais j'ai fait quand même cette année une nouvelle demande pour être qualifiée en art en section 18. Donc, on verra si ça fonctionne. Donc, tu incarnes la passerelle. Voilà. Merci. On t'écoute sur penser la temporalité de la création pour mettre en évidence les circulations, justement, entre recherche et création. Oui, peut-être dire d'abord que je suis très contente de ce que j'ai entendu depuis ce matin parce que je trouve que ça dialogue très bien et je pense que ça va continuer de dialoguer avec ce que je vais proposer qui est extrêmement concret. Le titre a changé. En fait, je me suis fait complètement déborder par ce sujet de la temporalité de la création et des circulations au sein du processus, là, parce que je pense que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et là où au départ, je pensais repartir des pistes de réflexion que j'avais proposées sur le site Épisté, finalement, je me dis que ça sera peut-être plutôt un point d'aboutissement qu'un point de départ. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est en réalité une première partie d'un article qui en aurait deux, voilà, mais qui est déjà assez long, suffisamment longue, je pense, pour ce matin. Et du coup, je l'ai appelé plutôt, puisque je parle des thèses, je l'ai appelé thèse en pratique et théorie de la création littéraire. Penser non plus la temporalité directement, mais la structuration du processus pour mettre en évidence les circulations entre création et recherche. La temporalité, la question de la temporalité, évidemment, n'est pas loin. Vous m'entendez bien? Alors, les thèses françaises en pratique et théorie de la création littéraire se définissent précisément par l'articulation entre ces deux dimensions, celle de la recherche, telle qu'elle a été définie par l'université, dans une acception qu'on peut qualifier très rapidement de scientifique, et celle de la création, telle qu'elle s'inscrit dans un champ esthétique. Il est entendu ici que l'une et l'autre ont des zones de convergence, ça nous l'avons dit de nombreuses fois. Mais il est aussi vrai que chaque dimension reste très circonscrite, tant dans ses finalités que dans son développement, ce qui d'ailleurs rend l'exercice des thèses parfois acrobatique. C'est pourquoi, pour sortir d'un statu quo basé sur un équilibrage des forces, je propose de repartir d'un postulat, Violaine en a parlé, qui est celui depuis bien longtemps des écoles d'art, d'une recherche en création, c'est-à-dire d'une recherche à partir de la création. Donc, c'est souligné par Violaine dans son livre La création littéraire à l'université, où elle précise que cette formulation de recherche en création rappelle très justement que la recherche est inhérente à l'acte de création. Il s'agirait toutefois ici, pour nous, de préciser la spécificité d'une recherche en création littéraire, distincte donc de ce que les artistes plasticiens nomment recherche en acte ou recherche en art. Les deux formules sont utilisées et qui consiste le plus souvent à fonder l'acte artistique comme recherche en soi. Je cite là un article d'Alain Flécher, qui est directeur du studio Le Frénois, le Centre national des arts contemporains et notamment des arts audiovisuels à Tourcoing. Dans un article de 2015, il souligne l'alliance historique dans l'histoire du Frénois entre la recherche et l'art, mais toutefois il distingue la recherche en art d'une recherche plus scientifique, en précisant que la recherche en art serait une recherche plus immersive, plus spéculative, plus aventureuse, et dans laquelle le geste de chercher et celui de trouver sont des gestes synchrones, dit-il. Donc, une recherche en art qui consiste le plus souvent à fonder l'acte artistique comme une recherche en soi, mais qui n'exclut pas aujourd'hui de formaliser, dans le cadre de master et de doctorat, une pensée réflexive, critique, théorique, depuis cette mise en œuvre, depuis cet ancrage dans la pratique, à laquelle la théorisation va se référer. Notons toutefois que cette dimension théorique est assez réduite par rapport à la place que prennent les projets artistiques dans ces thèses, effectivement. Il cite par exemple Alain Flécher deux thèses qui sont en copilotage, donc en 2015, entre Le Frénois et l'UQAM,
qui sont 2 thèses dont la production artistique est un film cinéma et dont la partie théorique est développée en 100 à 150 pages. Voilà, assez réduite donc par rapport à la place que prennent les projets artistiques dans ces thèses. Or, en ce qui concerne une recherche en création littéraire, l'idée d'une recherche depuis la création ne sous-entend pas nécessairement une recherche sur la création, et ce, à mon avis, pour 2 raisons majeures. Si le point d'entrée est le même et se fonde sur l'acte de création, les attendus théoriques sont sensiblement différents, car plus proches du modèle universitaire auquel la recherche en création littéraire est rattachée, d'une part. De l'autre, le langage est ici à la fois le matériau de la création et celui de la recherche. Et cette incidence se répercute de façon notable dans la structuration de la pensée et de la pratique. En effet, il n'est pas possible d'opérer ce détour par l'écrit pour dire un acte qui serait issu d'un médium autre, là où l'écart des médiums rend possible un regard de l'un sur l'autre, sous la forme de commentaires, de narration ou tout autre type de translation. Le trouble créé par la similarité du médium, donc les 2 gestes d'écriture, amène à s'interroger sur la spécificité de ce qui s'invente depuis l'université comme un acte de recherche en création littéraire et à le réfléchir au sein du processus de travail. Donc, j'ai donc d'abord souhaité interroger cet acte dans le temps ouvert du processus pour être au plus près de la pratique et des questions qui surgissent de celle-ci. Cette interrogation ouvre la question des temporalités et plus largement de la façon dont chacun, chacune va élaborer des stratégies de circulation et d'articulation entre création et recherche. En ce qu'il requiert une attention spécifique aux articulations entre un faire propre à la création et un faire propre à la recherche, l'acte de recherche en création littéraire induit un phasage particulier. Quel est-il ? Y a-t-il des récurrences dans les processus et permettent-elles ces récurrences de formaliser une manière propre à la recherche en création littéraire ? Par ailleurs, la gestion du temps ou des temps est un outil majeur de la création, souvent souligné dans les processus artistiques des écrivains. Comment cette temporalité propre à la création peuvent-elles servir des projets de recherche ? Cette réflexion se fonde donc sur 2 entrées distinctes. D'abord, sur un recueil d'observations exprimé par quelques doctorants et doctorantes en cours de travail, ici à Cergy, qui fait état d'une réflexion en mouvement, dans un temps donc ouvert et forcément évolutif. Puis à partir de mon expérience, en problématisant a posteriori donc la tension créatrice entre ces 2 dimensions. J'ai donc d'abord proposé aux doctorants en recherche-création littéraire à l'Université de Cergy une enquête sur la structuration de leur travail en cours et précisément de l'articulation entre création et recherche au sein de cette élaboration. Pour ce faire, je leur ai proposé un questionnaire par écrit qui a ensuite été largement étoffé par un entretien téléphonique. Ce questionnaire ciblait l'organisation de leur travail en distinguant 3 phases. D'abord, la phase d'engagement qui délimite une période de réflexion et un démarrage. Adrien en a parlé déjà tout à l'heure, ce qui c'était très intéressant d'entendre comment, bien en amont de la réflexion sur le fait de faire une thèse en recherche-création, déjà dans le master de philosophie, quelque chose a émergé qui était de l'ordre de la recherche-création. Ensuite, la phase de préparation qui délimite une période de notation, de lecture, d'enquête, éventuellement d'élaboration d'un plan. Puis la phase d'écriture qui comprend une expérimentation par la pratique, une réflexivité, une rédaction, une mise en forme. Ces phases, évidemment, elles peuvent être cycliques et elles ne sont pas nécessairement successives. Et si elles ne sont pas forcément vécues comme des phases temporelles comme telles par les doctorants et doctorantes qui sont, eux, immergés dans le moment présent de leur travail et dans les questions que ce moment présent soulève, Phasé a permis tout de même de circonscrire et de repérer des moments d'émergence dans le flux du travail. Donc 5 doctorants ont répondu à ce questionnaire, je les en remercie vraiment. Cela permet de voir s'esquisser une certaine empreinte, tout en mettant en avant évidemment la nécessité de poursuivre l'observation de ces processus en cours et d'élargir l'enquête elle-même. Ainsi, pour ce qui concerne la phase d'engagement dans la thèse, à partir d'une question initiale, elle coïncide souvent avec une première phase d'écriture.
Sur 5 doctorants sondés, 2 ont éprouvé très clairement le besoin d'écrire soit une première version entière du projet de création, soit d'en amorcer très nettement la rédaction avant même de préciser les questions de la partie théorique. D'abord pour s'assurer de la réussite ou de la mise en route en bonne voie de ce volet artistique, mais aussi afin que les questions théoriques émergent directement du projet de création. Il est à noter à ce titre que pour l'une d'entre elles, cela a complètement transformé le projet de recherche initial. Pour les 2 autres doctorants qui ont un peu moins engagé leur projet créatif au regard des précédents, il est à noter que ce sont 2 personnes qui ont déjà une pratique d'écriture de création régulière. L'une des 2 a déjà publié plusieurs livres. Elle a par ailleurs écrit un premier roman dans le cadre d'un premier projet de thèse. Puis après un temps d'arrêt assez long, elle a réengagé sa thèse à partir d'un nouveau sujet. L'autre écrit régulièrement et de façon indifférenciée, dit-il. Il laisse venir l'écriture sans trop la diriger, ce qui, notons-le au passage, est une forme de lâcher-prise qui fait sens par rapport à sa question de recherche. On peut donc dire que durant cette première étape de leur travail, la pratique d'écriture de création de ces 2 autres doctorants n'est pas source d'inquiétude et qu'elle coexiste librement avec le projet de thèse, librement dans le sens où leur production littéraire ne cible pas nécessairement pour l'instant la question de la thèse. Ils auront donc à un moment un choix à faire, une orientation à donner ou une sélection à opérer dans une matière préexistante. La 5e personne sondée est au tout début de son travail et elle a pris le parti d'avancer les 2 dimensions vraiment en parallèle. À raison de quelques semaines d'intervalle, elle travaille d'un côté à l'élaboration d'un plan théorique, de l'autre à celle d'un scénario préparatoire. Elle entrera toutefois dans la pratique d'écriture par le roman, ce qui fera probablement bouger le plan du volet théorique, précise-t-elle. Pouvons donc déjà remarquer que sur les 5 étudiants interrogés, toutes ont appréhendé la thèse de recherche en création littéraire en engageant d'abord le texte de création, quel qu'il soit, récit, enquête, roman, autofiction ou poésie, ou alors en s'assurant de celui-ci de diverses manières, par des esquisses préparatoires et un scénario, par une écriture libre et ou prolixe, par la rédaction complète d'une ou plusieurs versions. Il a semblé nécessaire à la quasi-majorité de s'appuyer sur la création pour étayer la question théorique et à la majorité d'entrer dans l'écriture par cet axe. En ce qui concerne l'élaboration d'un protocole de travail spécifique à une articulation des 2 dimensions, dès l'amont de l'écriture, il apparaît que si les stratégies sont différentes, 4 personnes sur 5 séparent nettement la dimension de recherche et la dimension de création. Soit en divisant la durée totale du travail de thèse en 2, avec le souhait, mais sans l'assurance, de pouvoir revenir sur le volet littéraire en une ultime version à l'issue de la rédaction théorique, soit en faisant des allers-retours entre les 2, tous les 2 à 4 mois, avec l'idée de terminer pareillement cette alternance par la partie créative, l'étudiante exprimant ici son idée que les recherches nourrissent le roman et même que le roman transcende les réflexions théoriques, soit encore en procédant à une alternance plus resserrée mois après mois. Reste à voir si cette cadence, qui est une cadence de démarrage, pourra être conservée dans le temps de l'écriture. Toutefois, ce phasage n'est pas nécessairement pensé comme un protocole. Il répond le plus souvent à une organisation intuitive. Ici, ces cycles ou ces alternances peuvent paraître au premier abord aléatoires et subjectifs. S'ils sont difficiles à expliquer, ils procèdent d'une approche intuitive profonde qui relie un fonctionnement individuel à une temporalité de travail. Ça me semble très important. J'ai envie de citer Paul Valéry, là, qui, en parlant du manuscrit de l'écrivain et de la jeunesse de l'œuvre, évoque, entre guillemets, donc je le cite, l'enregistrement immédiat de ses rythmes personnels qui sont la forme de son régime d'énergie vivante. La suite de la citation est très belle aussi, mais voilà, sur la question de la temporalité, là, ça dit quelque chose de profond. Et donc, il est nécessaire pour le doctorant, la doctorante, de se mettre à l'écoute de cette temporalité en tant qu'elle est partie intégrante d'un processus durant lequel il s'agira de faire émerger quelque chose qui deviendra peu à peu son objet de création et de thèse. Nous l'avons vu, le moment de cette émergence est très largement associé au projet littéraire.
Et l'enjeu, disons, créatif de cette temporalité est rendu nettement plus complexe du fait de la nécessité de faire coïncider deux dimensions distinctes et complémentaires, de les faire résonner l'une par rapport à l'autre. C'est pourquoi d'ailleurs certains éprouvent la nécessité de mettre ces deux dimensions à distance, l'une de l'autre. Le processus requiert donc de se projeter dans la durée pour mettre en place une certaine gestion du temps et organiser en rythme, phase, boucle ou alternance une forme de dialogue et d'écho. Enfin, au lieu de scinder les deux dimensions, une seule doctorante tente de tisser approche théorique et approche fictionnelle de son sujet dans un même mouvement d'écriture, et ce d'une façon plus exploratoire, en élaborant une forme hybride, une forme qu'elle appelle par morceaux. Ce dispositif qu'elle expérimente lui permet de faire des connexions entre sa propre histoire, son travail d'écriture fictionnelle et les figures d'écrivains fictifs dans les œuvres de son corpus, en une sorte d'échafaudage qui met en abîme son sujet de réflexion d'une façon très intéressante. Elle rencontre toutefois des difficultés relatives aux exigences de développement discursif requis par chaque dimension. Il lui semble par exemple que la nécessité de définir chaque concept dans une dimension théorique exigeant une clarté intellectuelle bride l'élan narratif, bride entre guillemets, c'est le mot qu'elle a utilisé, l'élan narratif qu'elle tente de déployer. Aussi, si la démarche paraît innovante, elle n'est pas sans obstacle, ni sans difficulté. Car ce que relève surtout le fait de distinguer création et recherche dans le temps du processus, c'est la différenciation très nette des modes discursifs, des styles et des attentes entre l'écriture de création et l'écriture de recherche, tout au moins dans les représentations des doctorants et doctorantes et ou dans les exigences de leurs encadrants. Or, il est très intéressant de voir ce qui se joue et se résout parfois dans ce rapport de tension constante entre les deux modes discursifs, une tension au sein de laquelle la question des pronoms, par exemple, des pronoms personnels, est assez emblématique. Pour une doctorante, l'écriture de création étant comme une reprise de souffle, il s'agissait de s'autoriser à écrire la théorie comme son roman, dans un même jet, et avec passion, ajoute-t-elle. Une autorisation qui a d'abord nécessité pour elle une certaine élaboration et prise d'assurance dans l'écriture de création, et qui l'a amenée ensuite à faire le choix d'un je pour avancer dans sa réflexion théorique. Ce choix du je est partagé par une autre doctorante pour laquelle il s'agissait de trouver par l'écriture le bon positionnement entre ces différentes parties. Elle a d'abord inventé un dispositif d'écriture de création à partir d'une enquête en se mettant en scène à la troisième personne du singulier. Puis elle a choisi d'introduire chaque chapitre théorique par un je réflexif pour poursuivre la réflexion avec un « on » légèrement décalé du « nous » de la recherche. Ce faisant, elle a le sentiment qu'après avoir écrit son texte de création, elle est mieux à même d'écrire la théorie et de trouver ce bon placement. La question du pronom étant à la fois une question de posture personnelle et le signe, là je la cite, d'un moment où l'écriture s'ajuste. Ainsi, le choix de mêler, quoique de manière différente, réflexivité et recherche théorique est partagé par presque tous les doctorants. Il contribue à gommer la différenciation intégrée de prime abord entre les modes discursifs et à résoudre, semble-t-il, une difficulté à entrer dans une écriture plus académique. En effet, l'écriture réflexive emprunte assez librement à l'écriture de création en offrant une certaine fluidité ou linéarité ou en permettant d'écrire au fil de l'eau dans le temps même dans le même temps que celui de la création littéraire. Mais ce rapprochement des écritures vaut aussi pour la recherche. Ainsi, un doctorant fait usage d'un texte d'une 50aine de pages qu'il nomme son panorama, comme d'un plan développé pour son élaboration théorique, y mêlant réflexivité et recherche. Notons au passage la portée poétique de cette dénomination de panorama, qui n'est pas sans lien avec la nécessité de trouver sa propre poétique, y compris dans l'écriture théorique. Il semble donc que le passage par l'écriture du projet de création, ce que Laurent Génie nomme le travail de singularisation dans l'écriture, ou par celui plus proche de l'essai dans la dimension réflexive, offre une liberté de ton et de procédé pour envisager la dimension théorique.
Mais ça n'est pas le cas pour tous les doctorants, puisqu'une personne sur les 5 interrogées envisage 2 dimensions au mode discursif plus clivé, dont l'une sera prise en charge par le nous d'identité collective de la recherche, tandis que l'autre sera inscrite dans le genre de la science-fiction. Elle envisage néanmoins d'ajouter une partie réflexive qui lui permette de rendre compte, depuis une posture qui serait celle d'une auditrice, d'une spectatrice des œuvres multimodales de son corpus, mais elle ne sait pas encore comment cette partie réflexive sera articulée à l'ensemble. Donc, l'espace réflexif, l'espace au jeu, ouvre ainsi pour chacun et chacune un questionnement poétique qui permet de relier le projet de création et la recherche. Mais nous observons qu'il permet aussi de construire au fil du travail une nouvelle posture d'écriture, une posture d'auteur ou d'autrice, diversement incarnée, qui rend aussi visibles les différences de positionnement préexistants chez les doctorants entre auteurs déjà publiés et auteurs débutants. Enfin, ce qui s'esquisse et qui semble intéressant à relever, c'est la façon dont le recours à une écriture à programme et ou une écriture inscrite dans un genre littéraire très spécifié semble organiser une alternance plus étanche entre les différentes dimensions. Il s'agirait ici de respecter une inscription plus tranchée, d'une part dans une forme académique, d'autre part dans une écriture de genre, tandis qu'un autre type d'implication octoriale, associée en l'occurrence à une écriture à processus et à une délimitation plus floue du projet de création, fait varier l'agencement des parties et les rend plus poreuses entre elles, y compris dans la facture de l'écriture. Il fait jouer de façon plus assumée la dimension générative de l'écriture. Ce second positionnement, plus souvent rencontré dans mon enquête, renvoie à une démarche heuristique qui part du projet de création et tend à problématiser le processus lui-même en accordant une réelle importance à la réflexivité. C'est cette problématisation du processus qui m'intéresse ici, car elle ouvre un questionnement depuis la pratique sur un usage créatif des méthodes de travail. Enfin, cette enquête marque un instant T du processus de travail de chacun et de chacune. Il signale des orientations susceptibles de changement qu'il serait intéressant de suivre pour observer le jeu des interactions complexes entre les différentes dimensions et au sein de chaque dimension, et ce jusqu'à une organisation finale qui révélera comment elle est parvenue à façonner une forme spécifique, à inventer son système. Osons même parler ici d'écosystème, au sens figuré d'une forme ouverte, une forme qui aurait du jeu, composée de multiples éléments reliables et interprétables qui interagissent entre eux, ce qui, il me semble, en ferait tout l'intérêt. Et je vous donne juste le plan de ma deuxième partie, qui n'est pas rédigée, mais qui vaut conclusion peut-être de la première, d'une certaine façon. Donc, je voudrais m'appuyer à présent sur l'observation rétrospective de mon expérience d'écriture d'une thèse de recherche en création littéraire pour réenvisager celle-ci comme un écosystème issu d'interactions complexes. Donc, il s'agit évidemment en aucun cas de proposer un modèle, mais plutôt de rendre compte de la façon dont la forme finale se donne à voir comme un aboutissement de l'espace dialogique ouvert entre les différentes dimensions durant le processus de création et de recherche. La partie centrale de ma thèse est ainsi constituée d'une suite d'articles réflexifs qui mettent en jeu une poétique comme conduite de l'acte créatif. Ces articles ouvrent un questionnement sur la structuration d'une forme entre pratique et théorie, en permettant d'abord la conscientisation d'une matière émergente, en conservant ensuite la trace d'un feuilletage temporel, le cheminement d'une méthode en constitution et l'épaisseur génétique concernant quelques points du travail d'écriture. Je m'appuierai donc sur certains articles issus de cet espace proprement intercalaire pour interroger la constitution d'un tel écosystème et ses questions problématiques. Donc j'en donne 3, en posant d'abord celle de l'émergence de l'écriture et la possibilité de s'appuyer pleinement sur la création, jusqu'où et dans quelle mesure, en relevant ensuite la nécessité mais aussi les limitations d'un travail cyclique. À quel rythme, avec quelle alternance, pour que dialoguent les différentes dimensions dans le temps imparti de la thèse.
et en approfondissant enfin la dimension exploratoire à partir de la capacité générative de l'écriture, de la part imprévisible de la création, et donc d'une nécessaire transformation de la recherche, vous en avez parlé, à son contact. J'aimerais, pour élargir cette question, réfléchir au fonctionnement de quelques projets associant créateurs et chercheurs et observer comment cela peut transformer les pratiques de la recherche et fonder à mesure des expériences une recherche en création. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. En plus, il y a une maîtrise du temps formidable. On va pouvoir, du coup, poser quelques questions. Alors, moi, j'en ai une, mais je ne voudrais pas mobiliser la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Je ne vois pas de main se lever, alors je vais poser ma question parce que je trouve ça absolument passionnant d'avoir fait cette enquête auprès des doctorants. Je redis que le site Épisté a un volet questionnaire dans lequel en fait on dépose. Moi j'ai déjà déposé mes propres enquêtes, mais ça serait formidable si Virginie, une fois que l'enquête sera traitée, tu voulais bien y déposer aussi ce matériau-là, parce que je pense que c'est une manière en fait de rendre visible pour une communauté de chercheurs la possibilité d'avoir des points de référence pour mener d'autres enquêtes ou continuer des analyses sur ces données-là. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, pour la progression du groupe, qui est des données, vraiment des corpus entiers sur lesquels on puisse s'appuyer pour poursuivre les analyses. Je voudrais revenir sur les modes discursifs différents là, parce que tu as montré, mais vraiment très très bien, que en fait ça légitime une analyse du discours, ça, et dans un point de tension entre des distinctions manifestes et puis de l'autre une volonté de rapprochement. Visiblement les doctorants ont envie de rapprocher ces modalités discursives différentes, donc il y a une tension là qu'on sent bien être à l'œuvre dans la démarche de recherche-création. Mais tu n'as jamais dit, tu as dit en fait, il y avait des demandes explicites de distinction entre les encadrants. Et je m'interrogeais sur le fait que tu aies ou non interrogé les deux types d'encadrement possibles, c'est-à-dire est-ce que la demande de distinction des discours, elle a lieu de la même manière chez des encadrements artistes, puisqu'on demande ça en recherche-création, qui est aussi un tuteur artiste. Est-ce qu'il a la même demande que l'universitaire? Est-ce qu'il y a là des points de tension entre encadrants? Est-ce que ça fait partie de tes demandes, et est-ce que tu as eu des réponses là-dessus? Non, ça ne fait pas du tout partie de mes demandes parce que ça aurait élargi trop mon questionnaire, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'à partir de cette interrogation sur vraiment l'articulation, en fait, l'idée, c'était plutôt de leur demander comment s'y prennent-ils. Il se trouve que certains d'entre eux m'ont parlé de leurs encadrants, mais pas tous et très peu finalement. Donc, mais ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était surtout que eux-mêmes, les doctorants, parfois leurs encadrants, mais pas nécessairement, ils ont dans leur propre représentation, ils ont cette idée d'une distinction très grande entre les modes discursifs. Voilà. Et parfois, et je l'ai dit parce que ça m'a été signalé, parfois c'est aussi une demande de l'encadrant. Alors là, il s'agissait plutôt d'un enseignant, plutôt que d'un artiste. En réalité, je n'ai pas tellement eu de retour sur les encadrants écrivains. Enfin, très peu à ce stade-là, mais je pense que c'est aussi lié au fait que tous les doctorants avec qui j'ai échangé sont quand même, disons, dans la première moitié de leur... Enfin, sauf une qui est en train de finaliser, qui m'a plus parlé de ce... Mais disons, tous ceux qui sont dans la première moitié de leur travail de thèse paraissent être un peu moins en dialogue à ce stade avec... ou alors, en tout cas, n'ont pas évoqué le dialogue avec leur encadrant écrivain. De toute façon, c'est difficile d'interroger au moment du processus doctoral les doctorants eux-mêmes sur leurs encadrants. Je trouve que là, il y a un problème en fait d'interroger ça. Oui, c'était pas dans mes en tout cas, c'était pas dans mes questions. Mais c'est peut-être à penser pour un prolongement de CF, parce que justement, un groupe de recherche qui soit extérieur à ce duo encadrant doctorant, eh ben, il peut se permettre d'aller justement poser un regard qui soit peut-être distancié, qui soit peut-être caractérisant sur des demandes spécifiques des différents encadrants. Moi, je ne suis pas persuadée, vous le savez déjà, mais je le redis, que
que la nécessité d'avoir un binôme d'encadrement soit légitime. Voilà. Bon, le modèle américain ne le fait pas comme ça. Hein. Il y a l'idée de la double casquette, de la double dimension créative et réflexive. Elle n'est pas pensée en termes de deux personnes différentes. Voilà. Il n'y a pas une situation professionnelle différente qui légitimerait ça. Alors qu'il y a deux dimensions, bien sûr, il y a deux dimensions. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que CF pourrait être intéressant du côté d'un regard porté sur ce double encadrement. Adrien voulait réagir, je crois. Oui, je veux bien. Mais merci beaucoup Virginie parce que c'était très 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 fécond et bon ça c'est pas un secret mais je fais partie aussi de ceux qui ont été interrogés par elle donc c'était un vrai plaisir de discuter de ça et c'est très très intéressant et plaisant de voir aussi comment tu as fait une synthèse et restitué tout le fruit de toutes ces discussions. Effectivement, ça fait écho aussi concrètement à beaucoup de choses qui ont été évoquées en début de matinée. Et du coup, j'en profite pour refaire quelques petits liens avec ce que j'essayais de développer comme compte-rendu d'expérience très concret par rapport à mon propre travail de thèse jusqu'à présent, ce qu'on a fait avec Chantal. Sur cette question des encadrants, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué de se positionner dessus quand on est encore dans le processus de la thèse et en même temps, ça me paraît pas complètement impossible et même en restant dans des considérations très très larges, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Donc, Chantal donnait son point de vue en tant qu'encadrante et moi en mentionnant un petit peu la façon dont dont je sentais que les choses étaient faites entre eux et de eux à moi. Et je crois qu'effectivement, ce que j'ai l'impression de noter par rapport à ma propre situation, c'est que c'est la création de ces statuts distincts d'encadrant chercheur et d'encadrant artiste qui, au départ, symboliquement, convoque quelque chose de pratiquement indépassable et qui met des étiquettes tout de suite. Alors qu'en fait, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, Marie, il n'y aurait pas forcément besoin d'en avoir deux ou plus, mais aussi, même s'il y en a deux et que chacun a priori son champ d'expertise, il y a aussi une manière de pouvoir de pouvoir mélanger complètement les apports. Mais dans mon cas, cela dit, même s'il y a une petite fusion, globalement, chacun reste un petit peu sur un territoire. Mais par contre, la fusion mais ça ne donne pas forcément, disons que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une attitude, à mon avis, intuitive qu'il y a par rapport à l'encadrement et aux conseils qu'il donne. Mais c'est pas une demande d'un certain type de discours pour le doctorant qui devrait du coup adopter par rapport à son écriture quelque chose ou quoi. Parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu la question vers la fin. C'est pas ça, c'est une manière de conseiller, mais après, la distinction ou la fusion des discours, ça reste quelque chose qui est tout à fait possible en tous les cas et qui est, à mon avis, le travail notamment du doctorant d'être en fait en dernier recours malgré tout, en fait, le seul lien qui existe entre ces différents points de vue, quoi. Voilà. Et puis j'en profite juste pour un dernier petit point par rapport à ce que tu disais, Virginie, sur la manière de lier justement la réflexivité et la théorie. Je voulais juste insister sur le fait que j'ai l'impression, je ne sais pas, tu me dis si je me trompe, mais très intéressant, tu lis ça à une question d'énonciation ou en tout cas d'attitude et d'élan dans l'écriture. Pour peut-être se lancer dans quelque chose qui permet de désacraliser ou de passer par un autre biais pour aborder un style théorique qui peut paraître un peu aride, voilà. Et je voulais vraiment revenir sur le fait que, en tout cas, ce que je tire de ma propre expérience, c'est que c'est pas uniquement quelque chose de dénonciatif, mais c'est quelque chose qui en tout cas, ouais, me semble personnellement très objectivement logique, parce qu'en fait, la théorie ne pouvant pas littéralement exister sans la pratique, c'est juste une nécessité objective de mobiliser la réflexivité
qu'on a par rapport à la pratique pour faire avancer la théorie. Voilà, c'était juste pour repréciser ça. Merci. Mais, oui, oui. Oui, mais la théorie, elle peut exister sans la pratique. Là, vous êtes vraiment en train de chercher une façon de mêler ça. C'est vous qui êtes en train de chercher comment tisser les choses ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est que ce jeu réflexif, en fait, il permet d'inventer pour chacun, à sa façon, cette sorte de posture d'auteur-chercheur. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Et c'est sur la question de la posture d'auteur qui est en train de se fabriquer petit à petit en écrivant. C'est intéressant de voir comment se joue la question des pronoms. Oui, ça tu as tout à fait raison, c'est vrai. Mais après, ce que je dis, j'en fais pas du tout une généralité forcément, hein, mais ce que je voulais dire, c'était simplement par rapport à ce qui me semblait intéressant par rapport à mon expérience personnelle, ce sur quoi je voulais mettre l'accent. C'est qu'en fait, non, je pense que ce que tu viens de dire, pour le coup, n'est pas vraiment valable en ce qui me concerne, c'est-à-dire que la théorie ne peut pas exister sans la pratique. Il y a une théorie qui peut exister, mais c'est pas la théorie de mon sujet et c'est pas la théorie qui fera réponse à ma problématique. Celle-ci, elle ne peut pas exister intrinsèquement sans le dialogue avec ma pratique, justement. Et c'est peut-être ça qui fait aussi, selon la façon dont ça existe, le sel et la singularité des formats en recherche-création, plutôt que d'être une tentative de réunion, mais ou de calcage de deux choses qui pourraient rester indépendantes, en fait. C'est précisément de les faire se rejoindre comme ça. Voilà. Oui, on est d'accord. Oui, moi j'ai deux réactions. D'abord par rapport à cette question de la théorie qui peut exister sans la pratique. Je pense que je peux pas être d'accord avec cette affirmation parce que la singularité de la théorie littéraire, c'est de s'adosser à une pratique, qu'elle en soit l'auteur elle-même ou pas. Mais en réalité, cette dimension de la pratique, elle est toujours là en arrière-plan. Et elle suppose, bien sûr, de la part du chercheur canonique, si je puis dire, un positionnement qui est je ne vais pas y voir. La différence en recherche-création, c'est que précisément, je vais y voir. Ça, c'est la première chose. Et je crois qu'il faut toujours le rappeler, cette dimension, c'est-à-dire qu'une théorie littéraire sans pratique, sans création, c'est impossible, c'est impensable en soi. Et je pense que ça pacifierait beaucoup de choses dans l'angoisse des doctorants par rapport à ces questions. C'est-à-dire que, qu'ils le veuillent ou non, elle est toujours là. La question, comme tu l'as dit Virginie, je suis archi d'accord avec ça, c'est, et comme le dit Adrien aussi, c'est un positionnement d'une sorte de position auteur qui s'invente. Alors, juste la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que dit Anne-Marie, c'est-à-dire le fait que l'encadrant professionnel n'est pas une nécessité. Moi, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation parce que ce que je suis en train de découvrir dans l'encadrement, c'est la valeur imminente du collectif, c'est-à-dire de ces temps de partage, de ces temps de laboratoire, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma communication, mais de ces temps de laboratoire où une parole circule et où des prises de position se confrontent. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne Adrien, c'est plutôt consensuel, enfin on est relativement d'accord. Dans d'autres champs, ça peut être un petit peu différent, mais c'est d'une fécondité extrême et ça ne serait pas pensable pour moi qu'il n'y ait pas d'encadrant professionnel. Et justement, mettre l'accent sur les circulations, c'est aussi penser comment le doctorant et la doctorante va circuler entre ces différents encadrants et dans son propre tâtonnement se servir de ce que peuvent apporter les différents encadrants. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est ça la singularité des thèses en recherche-création. Allons-y carrément. Enfin, je veux dire, ne négligeons pas cette dimension-là, parce que c'est ce qui fait l'identité de cette modalité. Moi, j'ai peur qu'une recherche-création qui se refermerait sur le duo doctorant-directeur de thèse perde de sa vigueur, de fait. Il me semble que la dimension de la recherche-création ne doit quand même pas se limiter à l'encadrement doctoral. Pour l'instant, toute cette matinée, c'est vrai, on a beaucoup pensé encadrement doctoral, mais la circulation des approches différentes dans une communauté qui soit aussi une communauté professionnelle ou artistique, ça peut se jouer justement dans des laboratoires, dans des groupes de recherche, dans lesquels on initie le doctorant. Mais la recherche-création mériterait, enfin, c'est aussi le propos de ce groupe, hein, de dire il faut qu'il y ait des travaux
qui outrepassent la dimension d'encadrement doctoral. Je pense que Peggy va peut-être nous en parler cet après-midi, mais enfin, il y a dans ce groupe de recherche des gens qui ne sont pas en position d'encadrer des thèses en recherche-création et qui sont quand même dans des travaux où on réfléchit à la dimension de la pratique et de la création, peut-être dans une approche qui modélise quelque chose comme la recherche-création, non? Voilà. Oui, Violaine. Oui, je voudrais juste ajouter que je trouve aussi que c'est très riche de pouvoir avoir ces échanges à trois, mais que le risque, en effet, d'une double direction mal comprise serait qu'il y ait un partage, justement, entre l'un qui s'occuperait uniquement de la pratique et l'autre uniquement de la recherche. Et là, c'est une catastrophe. Et c'est ce que j'ai cru sentir dans certains projets au Canada. Voilà. Mais si on est très vigilant pour éviter ce partage, je pense que c'est une richesse. Mais de fait, il peut y avoir d'autres modalités, comme tu le dis, Anne-Marie, et le fait justement qu'il y ait des séminaires de doctorants, on voit bien que la manière dont les doctorants peuvent échanger entre eux, s'écouter, se relire, c'est ce qu'on voit aussi dans les masters. Hein, le fait, à partir du moment où il y a une communauté d'apprentis écrivains, chercheurs, c'est ça la richesse essentielle quand même de cette pratique de recherche créative.